Rebonjour à toutes et tous et bonjour à nos trois intervenants et merci beaucoup d'avoir accepté de prendre part à cet événement. Donc quelques mots d'abord pour introduire cette table ronde et expliquer la démarche qui est la nôtre. Donc l'optique de notre média, Le Vent se lève, comme je l'expliquais tout à l'heure, est de mettre en place un lieu de discussion autour de sujets stratégiques liés aux forces du progrès social et de l'écologie. Donc dans ce cadre, les questions monétaires nous travaillent depuis longtemps. Et on a produit d'ailleurs un travail critique assez conséquent sur l'Union européenne et la monnaie unique notamment. Notre partenaire, l'Institut Rousseau, fait régulièrement des propositions de politique monétaire alternative. C'est donc tout naturellement que l'on s'est intéressé à la question des monnaies locales, qui prend de l'ampleur aujourd'hui et dont les divers projets expriment une volonté de répondre concrètement aux enjeux climatiques, économiques et sociaux de notre époque. Et ce qui passe également, comme on l'a vu, par une volonté de repenser la dimension humaine et sociale de la monnaie, de son utilisation et de sa signification dans la vie d'une société. C'est la raison pour laquelle on a cherché à mettre en avant cet enjeu et pour laquelle on organise cette conférence. J'ai donc l'honneur d'accueillir Audrey Enoch, qui est première adjointe à la ville de Lyon et chargée des finances. Vous avez également été rapporteur d'un texte permettant le paiement des indemnités de certains élus locaux en monnaie locale, donc en GoNet. Marie Farr, vous êtes maîtresse de conférences en économie à l'Université Lyon 2 et vous êtes également membre du laboratoire Triangle. Votre travail porte sur la pluralité monétaire et plus spécifiquement sur ce que vous nommez les monnaies sociales et complémentaires, ainsi que sur le développement soutenable des territoires. Et enfin, Jean-François Ponceau, vous êtes enseignant-chercheur en économie à l'Université Grenoble-Alpes. Vos travaux portent notamment sur l'économie politique de la monnaie et sur les innovations monétaires. Cette table ronde va se dérouler de la manière suivante. Je vais vous poser à chacun plusieurs questions pour une réponse de 5 à 8 minutes, ce qui nous permettra d'explorer différentes perspectives dans le débat. Je vais de suite céder la parole à Audrey Enoch pour approfondir le cas lyonnais présenté rapidement dans le documentaire. Pouvez-vous nous expliquer, en tant que promotrice de l'usage des monnaies locales et en tant qu'actrice politique, quels sont les enjeux symboliques, matériels et sociaux qui, pour vous, justifient une préférence pour ce type de monnaie plutôt que pour la monnaie traditionnelle? Et plus spécifiquement, puisque nous sommes à Lyon, comment la monnaie qui a cours localement, la GoNet, parviendrait-elle à répondre à ces enjeux? Merci, c'est bon. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation et l'organisation de ce débat ce soir. Donc, en effet, moi, je suis première adjointe au maire à Lyon. Comme vous savez, la majorité écologiste et sociale a été élue il y a 2 ans. Et donc, en arrivant à la mairie en 2020, on portait, et moi spécifiquement avec ma délégation finance, l'envie d'encourager un autre modèle économique, loin, comme ça a été indiqué dans le reportage, du capitalisme financier international, mais au contraire d'essayer d'encourager une économie circulaire, responsable, avec un impact positif sur l'environnement et sur les populations. Donc c'est pourquoi dans ma délégation, en plus évidemment d'élaborer le budget et tous ces aspects-là, je porte vraiment le développement d'une finance éthique et qui a un impact positif. Donc c'était assez naturel pour nous de soutenir le développement de la GoNet parce que ça apporte vraiment beaucoup de bénéfices localement. Je vais peut-être pas les détailler, peut-être les économistes le feront, hein. Et puis il y a eu un rapport du mouvement Sol en 2021 qui rappelle tous les apports pour le territoire et puis qui ont été aussi rappelés dans le reportage. Mais voilà, pour nous, c'était vraiment important de pouvoir aider le développement de la GoNet à notre mesure. Alors, comment le faire? À la ville de Lyon, on a rencontré déjà la GoNet, on a échangé avec eux, on a fait un peu de benchmark aussi avec ce qui se fait sur les autres monnaies complémentaires. Et il nous a semblé que le plus important, c'était surtout d'institutionnaliser cette monnaie
c'est-à-dire de lui donner un sérieux supplémentaire, si je peux utiliser ce terme-là, et de donner confiance comme ça aux utilisateurs. Et donc, on a décidé, déjà d'adhérer à l'association Lagonette. Donc là, c'est un soutien financier qui est calculé selon le nombre d'habitants de notre ville. Alors, on a quand même négocié, parce que voilà, on peut pas trop verser de subventions. Donc, on a une adhésion d'environ 10 000 euros par an pour la ville de Lyon. Et puis, on verse aussi une subvention à Lagonette d'environ 7 000 euros par an. Donc voilà, on est loin des 100 000 euros donnés par le département d'Ille-et-Vilaine, comme on l'a vu dans le reportage, mais c'est déjà ça. Et donc à côté de ça, on a essayé donc de crédibiliser cette monnaie en proposant en effet qu'une partie des indemnités des élus volontaires soit payée en gonette. Donc ça se fait déjà. On a entre 20 et 30 élus aujourd'hui qui perçoivent une partie de leur rémunération en gonette. Et puis une autre chose qu'on est en train de faire, c'est de permettre progressivement que les services publics puissent être payés en gonette. Donc on l'a déjà fait, c'est déjà opérationnel pour les bibliothèques notamment et les musées, bibliothèques et musées de Lyon, vous pouvez payer en gonette. Et puis au premier trimestre prochain, 2023, ce sera possible pour payer l'entrée à la piscine ou dans les patinoires. Et on va continuer donc à développer ces services publics qui peuvent accepter la gonette. Voilà. Bon, ça a été quand même très compliqué avec la direction régionale des finances publiques. Enfin très compliqué, non, j'exagère un peu. C'est plutôt que, je sais pas si vous le savez, mais les villes, elles perçoivent pas directement l'impôt et elles dépensent pas directement de l'argent comme ça. On doit passer par l'État et sa direction régionale des finances publiques pour faire les transactions en fait. Donc on peut pas nous percevoir par exemple de la gonette et puis après aller payer des fournisseurs de la ville en gonette. On doit absolument passer par la direction des finances publiques qui fait la conversion. Et donc la première fois que j'ai rencontré le directeur des finances publiques, je lui ai parlé entre autres de la gonette et il connaissait pas. Et donc la deuxième fois où je l'ai vu, alors là il avait imprimé un super dossier, il était au courant depuis évidemment, depuis longtemps. Il y a la loi de 2014 sur l'ESS qui a qui a officialisé ces monnaies complémentaires et donc ça a beaucoup aidé. Et donc là il a été partant. Le directeur des finances publiques et donc il y a un gros travail qui a été lancé entre la ville de Lyon et la direction des finances publiques. Voilà, un groupe de travail en plusieurs étapes. Je vous passe les détails pour réussir à mettre en place ce système. Et donc pour les indemnités des élus qui sont payées en gonette, c'est vrai que c'est pas très simple. Alors, si j'essaie de me rappeler le système, il y a un virement qui est fait de la direction des finances publiques à l'association La Gonette qui reverse sur le compte des élus les gonettes. Donc mais quand on a la volonté, on y arrive. Et donc ce qui est positif, c'est que la métropole de Lyon et Villeurbanne sont partis un peu dans la même dynamique et donc eux aussi soutiennent la gonette et pour les deux, en tout cas pour la métropole, j'en suis sûre, il y a une partie des élus qui sont aussi rémunérés en partie en gonette. Donc voilà ce qu'on pouvait dire peut-être pour cette entrée en matière. Merci. Une petite précision, donc là, vous avez évoqué la loi de 2014, c'est la loi sur l'économie sociale et solidaire qui permet de reconnaître les monnaies locales comme un moyen des jeux de paiement légal. Et je vais me tourner vers vous, Marie Farr, pour commencer une partie peut-être plus théorique et générale sur la monnaie. Je vais commencer par vous interroger sur votre compréhension de l'existence des monnaies alternatives dans le monde. Depuis le début des années 2000, on observe en effet une démultiplication des innovations monétaires qui, à certains égards, renvoient aussi à une forme de contestation croissante du système monétaire international. À ce jour, on recense d'ailleurs près de 5000 monnaies complémentaires dans le monde et 80 en France. Donc ça a augmenté depuis le documentaire de 2015, x2. Comment expliquez-vous l'existence de ces monnaies qui entendent s'émanciper du système officiel? Autrement dit, qu'est-ce qui fait problème avec les monnaies officielles? Quelles sont les fonctions et prérogatives qui sont censées être les leurs et qu'elles ne parviennent plus à assurer?
et comment les monnaies locales entendent proposer une réponse à cet égard. Alors ça va faire beaucoup de questions. Ce sera plus simple. Dans le sens où, enfin, il me semble qu'il y a effectivement beaucoup d'éléments qui sont abordés ici. Peut-être que revenir déjà dans un premier temps sur l'émergence, puisqu'il a été question de contestation. Effectivement, alors si la France est le premier pays européen, voire le premier pays à l'échelle mondiale, à reconnaître donc les monnaies locales complémentaires comme des moyens de paiement. Par contre, les initiatives sont nées dans d'autres contextes, et notamment dans des contextes européens, anglais et allemands, mais également brésiliens. Et donc, finalement, la France a mis en place des monnaies à partir plutôt des années 2010-2011, de façon plus tardive, puisque les autres initiatives datent plutôt du début des années 2000. Donc, ce qui peut déjà un petit peu questionner. Alors, 2010, c'est la suite de la crise c'était après la crise de 2008. Néanmoins, il y avait déjà tout un tas d'autres initiatives monétaires qui existaient et des initiatives qui se déployaient dans d'autres pays, illustrent en fait finalement une volonté des porteurs de monnaie locale, plutôt de s'inscrire finalement dans une finalité de transition, disons, socio-écologique. Alors je reste sur un terme relativement vague, dans le sens où ce n'est pas exclusivement le contexte de crise économique qui a donné naissance aux monnaies locales, mais c'est finalement aussi l'idée de porter un projet de société, de porter une aspiration sociale qui se veut alternative, alors avec plus ou moins de radicalité, mais qui utilise finalement un outil économique, en l'occurrence la monnaie, pour transformer les rapports de production, les rapports de consommation. Donc c'est en ce sens que les monnaies locales ont été déployées, avec des objectifs, alors qui ont été cités et rappelés, notamment dans le documentaire, où il y a à la fois des objectifs, disons, de développement économique à l'échelle des territoires, de dynamisation de ces échanges, mais aussi d'orienter la consommation vers des formes de consommation dites plus durables, plus soutenables, tout en transformant également les pratiques des organisations. Et il y a une autre dimension peut-être que l'on voit un tout petit peu moins dans le documentaire, mais quoique, c'est l'aspect transformation justement des représentations. Et ça fait écho notamment au fait que finalement, là, ce sont des citoyens qui fabriquent de la monnaie. Alors, c'est une façon de substituer des euros contre d'autres coupons, billets qui vont circuler, ou maintenant des formes beaucoup plus dématérialisées, puisqu'il en existe également. Mais ce changement de pratique, il met en lumière le fait que les citoyens, finalement, peuvent agir. Et quand j'évoquais tout à l'heure l'enjeu, finalement, de ces nouveaux mouvements socio-économiques, si je reprends ici les travaux, notamment de Corinne Gendron, qui montrent comment, finalement, l'économie a fait peu l'objet, pendant en tout cas un certain nombre d'années, d'une sorte d'appropriation de la part des citoyens. C'est vraiment cette dimension-là, c'est comment finalement les citoyens peuvent tenter de s'approprier un outil pour le transformer, pour réorienter les échanges dans un sens qu'ils vont considérer comme étant s'inscrivant en tout cas dans une forme de transition socio-écologique. Il y a derrière aussi la question de la contestation, donc c'est effectivement quelque chose qui est présent, mais cette contestation, elle a différentes orientations. C'est en fait face au contexte multicrise, c'est-à-dire c'est face à une crise systémique, à une crise écologique, à une crise économique, à une crise sociale, à une crise symbolique. Et du coup, c'est par l'appréhension de ces différentes facettes finalement de la crise. En tout cas, c'est un élément de justification, et donc cette contestation, elle s'appuie effectivement sur une contestation des modes, disons, d'émission de la monnaie, sur l'instabilité des marchés financiers, le manque de régulation, mais aussi sur le fait finalement de tenter d'expérimenter quelque chose, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est aussi relativement important. J'ai peut-être perdu des éléments. Je regarde. Vous avez répondu, J'ai répondu à tout. Merci. Alors maintenant, je vais m'adresser à tous les deux, Marie Farr et Jean-François Ponceau, pour entendre vos réponses respectives sur un même questionnement.
Les innovations monétaires sont souvent en grande partie le fruit donc d'une critique de fond du système monétaire international. On observe en effet dans le circuit économique, comme l'expliquait Jean-François Ponceau dans le documentaire, une domination extraordinaire. Pardon ? Jérôme Blanc. J'ai dit Jean-François Ponceau ? Jérôme Blanc. Jérôme Blanc, économiste. Et oui, parce qu'on en parlait tout à l'heure en plus. Donc, bon. Jérôme Blanc, dans le documentaire, qui a expliqué que le circuit économique était dominé par les flux financiers, par des transactions financières qui n'ont aucun rapport avec l'économie réelle, et ni même avec la transaction donc de biens et de services. Un autre problème qui concerne cette fois les pays européens spécifiquement est la perte par les États de leur souveraineté monétaire avec l'euro, et en conséquence l'impression de ne plus avoir aucune maîtrise sur la monnaie. En tout cas, pour reprendre la question posée par l'économiste Jérôme Blanc à la fin du documentaire, pensez-vous que l'on puisse imaginer une monnaie qui échappe à l'emprise de la finance ? Et est-ce que les monnaies locales sont pour vous des innovations assez radicales pour permettre de reconquérir une certaine souveraineté monétaire, avec ce que cela implique de réhumanisation et de responsabilisation des activités économiques et des relations sociales ? Merci aussi pour l'invitation. Je suis professeur d'université, donc j'ai souvent cours. Ce matin, j'avais cours à 8h. Ça vous dérange de parler dans le micro parce que le documentaire est capté et okay. Le débat. Et je suis toujours très, très agréablement surpris quand les étudiants prennent des initiatives pour organiser des événements en dehors de l'université qui ne sont pas des fêtes où on s'amuse. Alors, il faut s'amuser, on est d'accord, mais des fois, c'est bien aussi de réfléchir collectivement. Alors, la question qui est posée, est-ce qu'on peut imaginer des mécanismes monétaires qui soient détachés de la finance ? En fait, c'est la question clé, ça. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, enfin, en particulier les plus jeunes qui sont dans la salle, mais en fait, on va dire depuis les années 1980, surtout, on a véritablement eu une transformation majeure des économies. Ce phénomène de transformation, les économistes, nous, on appelle ça le processus de financiarisation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que progressivement, doucement mais sûrement, les intérêts de la finance ont pris le pas sur tous les autres intérêts économiques et même plus généralement les intérêts de la société et les intérêts de la planète. Bon. Et bon, aujourd'hui, ça nous paraît assez évident, mais c'est quelque chose qui est quand même relativement récent. On va dire que ce processus, il a commencé dans les années 1970. Et progressivement, la finance, les intérêts de la finance se sont emparés de questions clés et se sont appropriés, on va dire, des biens communs, des institutions qui, a priori, ne sont pas sont au service de la société dans son ensemble. Et la monnaie, précisément, est une institution qui, normalement, est au service de la société. La monnaie, c'est du lien social. La monnaie, chez les économistes, on discute souvent de ça, on n'est pas forcément d'accord, mais on est quand même d'accord pour dire qu'il y a une dimension commun, il y a une dimension partage, ça a été dit dans le film par Jean-Michel Servet, qui est importante. La monnaie, c'est du lien social. Et effectivement, malheureusement, les monnaies, en général, les monnaies légales, les monnaies officielles, progressivement ont été accaparées, on va dire, par le champ de la finance. Alors, il y a des chiffres... Ok, tout va bien. Est-ce qu'il y a des banquiers dans la salle qui... Bon, je reprends l'argument. Oui. Donc, il y a des chiffres qui ont été donnés dans le film sur justement la place de la finance. Je vais en donner un autre pour montrer qu'effectivement, la finance s'est appropriée ce bien commun que la monnaie. La monnaie, dans les sociétés contemporaines, elle est créée principalement par les banques. Alors, on peut être pour ou contre, mais c'est quand même quelque chose qui relève du capitalisme. C'est comme ça. Bon. Il y a des économistes qui se sont amusés, en fait c'est très compliqué, à essayer de calculer quelle était la part de la monnaie créée, la nouvelle monnaie créée, qui sert véritablement l'économie réelle. Et le chiffre, en plus c'est un chiffre qui est très très large, c'est 15%. C'est-à-dire que seulement 15% de la nouvelle monnaie qui est créée par les banques, qui sont les institutions qui créent la monnaie, sert à financer l'économie réelle. Et quand on parle de l'économie réelle, ça peut être de l'économie... entre guillemets, qui a des externalités négatives, comme disent les économistes. Ça peut être financer la production d'armes, par exemple. Mais c'est quand même une production.
Seulement 15%. Donc évidemment, on est très loin d'une monnaie qui serait au service des intérêts de la société dans son ensemble. Ça veut dire que 85% de la nouvelle monnaie créée sert à financer autre chose. Et autre chose, c'est vite vu, c'est de la spéculation, c'est des activités de marché financier. Et donc, quand on sait ça, quand on prend conscience de ça, évidemment, il est tout à fait logique qu'on ait une espèce de réflexe de se dire, mais finalement, moi, je me reconnais pas nécessairement dans les valeurs qui sont associées à la monnaie officielle, à la monnaie légale. Il n'est donc pas surprenant, c'est pour ça que c'est un phénomène récent, que depuis, en gros, la fin des années 2000 et surtout dans les années 2010, il y ait des collectifs, des citoyens, des associations, qui décident de se réapproprier ce bien commun qu'est la monnaie. C'est vraiment ça l'idée, c'est-à-dire à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'une communauté, on recrée quelque chose qui finalement est pas super original, c'est-à-dire on recrée ce qu'est la monnaie, un bien commun collectif au service de nos intérêts et qui incarne nos valeurs de notre communauté. Parce que effectivement, la monnaie officielle ne le fait plus. Donc, il faut, à mon avis, à mon sens, concevoir le boom, l'essor des monnaies locales complémentaires comme ça. C'est-à-dire, c'est une initiative qui est très stimulante, même si les effets, pour moi, sont relativement limités, malheureusement, mais qui est quand même très stimulante parce qu'il y a une espèce d'initiative sociale, d'innovation sociale qui vient de la base pour se réapproprier quelque chose qui a été accaparé par le monde de la finance. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de répondre sur l'euro ou si on laisse un peu de temps pour tout à l'heure. On peut peut-être y revenir après. Ouais, volontiers. Ah, t'as un micro. J'ai effectivement un micro. Il me semble que d'une certaine façon, les monnaies locales cherchent à répondre finalement à cet objectif. Alors partiellement, dans le sens où effectivement elle substitue un moyen de paiement par un autre, elle place finalement l'équivalent, le fonds de réserve ou le fonds de garantie, dans une institution financière qui est une institution financière qui est reconnue comme étant éthique alternative, notamment donc la NEF, et qui apporte une certaine traçabilité sur les fonds et notamment l'absence justement de placement spéculatif. Donc il y a une tentative avec, j'allais dire, les moyens du bord, disons, avec les outils qui sont à la disposition des acteurs, des citoyens, des associations de monnaie locale, pour tenter de créer un petit peu un circuit finalement parallèle. On peut penser également au lien avec la finance solidaire, qui a pour vocation aussi à financer des activités à utilité sociale et environnementale, et qui justement a pour mission aussi, disons, de sortir une partie de la masse monétaire des circuits financiers. Donc, le fait qu'elles aient pour objectif, ces monnaies locales, de favoriser une économie réelle, le placement du fonds de réserve dans une banque éthique, en tout cas, démontre, disons, d'une certaine volonté justement de définanciariser la monnaie, parce que je pense que c'est un des enjeux. Et pour aller dans le sens aussi de Jean-François, il me semble que la question des communs renvoie à deux dimensions, celle de la liquidité et de l'accès de la monnaie pour l'ensemble des citoyens, mais aussi de la problématique du financement. Et les monnaies locales peuvent, disons, apporter un certain nombre d'éléments, sans être, bien sûr, l'ensemble de la réponse, mais en tout cas, elles démontrent aussi, et c'est déjà un pas assez important, la possibilité de réformer et de penser différemment. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important, dans le sens où ça amène aussi des suggestions, ou en tout cas dans nos imaginaires, à chercher et à rechercher justement d'autres façons de penser l'organisation monétaire et à déconnecter aussi, et ça les monnaies locales ne le font pas, mais il y a d'autres aussi alternatives monétaires qui réfléchissent sur, disons, à cette dimension, c'est comment déconnecter finalement la création monétaire du crédit. Qui du coup permet de générer les volumes monétaires. Et puis on peut penser du coup à des alternatives qui sont des alternatives plutôt territorialisées, donc des monnaies locales, papier ou électroniques qui vont circuler à des échelles plus limitées, mais on peut aussi penser justement des réformes du système monétaire à d'autres échelles. Et là, il y a tout un tas de propositions autour des monnaies dons, des monnaies hélicoptères, qui permettent justement de financer aussi les enjeux liés à la transition écologique, et qui invite à ces mécanismes de définanciarisation et surtout
à repenser la place de la monnaie et à finalement remettre ce caractère de commun, c'est-à-dire que dans le sens où la monnaie devrait être un commun, malheureusement, elle fait l'objet du fait de son ambivalence, c'est-à-dire qu'elle est accaparée par le désir des individus de posséder la monnaie en elle-même, hein, pas pour en faire un outil d'échange, mais plutôt pour l'accumuler. Et donc, de remettre en lumière finalement cette dimension de commun en mettant en place aussi des formes de gouvernance démocratique pour décider des montants de monnaie qui peuvent être émis, etc., conduit à s'interroger sur l'organisation monétaire actuelle. Et les monnaies locales, je pense, invitent ou en tout cas permettent aussi de sensibiliser à toutes ces questions autour notamment de réflexions qui visent à déconnecter, et c'est aussi un point important parce que vous avez utilisé le terme de souveraineté, la souveraineté monétaire n'est peut-être déconnectée de la souveraineté politique. Et on en a une illustration en partie à l'échelle européenne, dans le sens où des formes de souveraineté monétaire peuvent naître à d'autres échelles qu'à des échelles étatiques. Et les monnaies locales sont aussi une illustration de ces mécanismes, dans le sens où elles vont générer des formes d'univers symboliques qui sont spécifiques et qui sont des formes de souveraineté monétaire par l'émission de monnaie. Lorsqu'il est question, un petit peu toujours dans cette même direction, c'est-à-dire que de repenser la monnaie comme commun, et Jean-François en parlera sûrement à l'échelle européenne, mais donc c'est aussi de réinjecter finalement de la démocratie dans les choix monétaires, donc ça c'est une dimension importante, et c'est quelque chose qui peut se penser à différents niveaux. Et on peut aussi penser les articulations entre différents types de monnaies qui vont satisfaire finalement des usages différenciés. Une monnaie qui circule à une échelle... métropolitaine, mais on peut aussi penser à des échelles un petit peu plus vastes, hein, à une échelle régionale, peut satisfaire des objectifs notamment de territorialisation des échanges. Elle ne va pas satisfaire l'ensemble des finalités. Mais on peut penser comme ça d'autres monnaies qui vont favoriser plutôt, disons, des échanges à une plus petite encore échelle, par exemple basées sur d'autres unités de compte comme le temps. On peut penser des échanges aussi à l'échelle nationale, voire des unités de compte à l'échelle internationale. Et l'avantage, en tout cas, ou un des intérêts des monnaies locales, c'est d'introduire en fait des questionnements sur le fonctionnement monétaire et d'amener aussi probablement des pistes de réflexion pour repenser justement cette organisation monétaire. Et puis je rajouterais peut-être un tout petit point, c'est en lien notamment avec la législation, c'est-à-dire que la loi de 2014 permet effectivement, c'est une sorte de reconnaissance des monnaies locales qui étaient des expériences qui préexistaient hors cadre, en tout cas dans un cadre juridique qui était non clairement énoncé dans un cadre réglementaire. Et il n'empêche qu'il reste encore de grosses difficultés finalement pour la mise en œuvre et notamment du point de vue des collectivités publiques. Et donc ici, cette loi, elle a donné en fait finalement une forme de visibilité et de reconnaissance, mais en même temps, elle est restée un petit peu à l'entre-deux, c'est-à-dire qu'elle n'a pas finalisé finalement, ou elle n'est pas complète, et donc il manque encore tout un tas pas tant que ça, a priori 2 et au moins un décret de 2012, pour que finalement faciliter aussi l'usage par les collectivités et pour voir si d'une certaine façon, ces expérimentations-là, à partir du moment aussi où elles seront appropriées, disons plus fortement encore, par les collectivités territoriales pour en faire des outils, disons, transversales de développement territorial. Et donc, ça suppose un certain nombre de modifications réglementaires pour aussi que les collectivités locales puissent s'en emparer à la fois de façon plus simple, mais aussi de façon plus importante. Sauf si vous voulez revenir maintenant sur la question européenne, mais... Bon, je continue. Justement, je vais m'adresser à vous. Je pense que ce serait bien de donner la parole aussi à la salle. Oui, en fait, on a encore 2 questions. Après, on va laisser la parole à la salle. Je voulais m'adresser à vous et peut-être ce sera l'occasion de revenir sur la question européenne. Le documentaire mentionne un certain nombre de craintes et de réticences à l'égard des monnaies locales, notamment de la part des acteurs politiques et économiques traditionnels. L'économiste Jérôme Blanc, encore, évoque notamment l'expérience autrichienne de la monnaie locale qui a eu lieu dans la commune de Vorgl dans les années 30. Il précise que l'expérience avait réussi, que 170 communes autrichiennes étaient intéressées par ce système et qu'elles allaient créer elles aussi leur monnaie, mais le gouvernement a fini par l'interdire
pour citer Jérôme Blanc, sur demande pressante de la Banque centrale. Donc, est-ce que vous pourriez revenir sur ce point pour essayer de comprendre quelles menaces les monnaies complémentaires en général peuvent bien représenter pour une banque centrale ou pour un gouvernement, et voire pour le système monétaire officiel fondé sur la croissance économique et le commerce international? Je vais faire attention parce qu'il y a des politiques dans la salle, donc bon. Oui, bien sûr que pour les politiques, la question des monnaies locales, ça interroge beaucoup, hein, parce que pour les politiques, enfin, pour l'État en tout cas, la monnaie, c'est un attribut de la souveraineté. Ça a toujours été comme ça, je pense que ça le sera toujours. C'est-à-dire que quand on prend la fiche pays sur Wikipédia ou dans un atlas, quand on regarde la fiche pays, qu'est-ce qu'on voit? On voit la superficie, la capitale, la langue parlée et la monnaie officielle. Hein, donc c'est vraiment un symbole de la souveraineté incarnée à travers la monnaie. Donc il n'est pas étonnant que les politiques fassent très attention sur les initiatives monétaires qui viendraient en quelque sorte concurrencer le monopole qu'ils ont sur la souveraineté de la monnaie. Alors pour moi, la concurrence entre guillemets des monnaies locales complémentaires, elle est pas à craindre, parce que je trouve que le nom de ces instruments, enfin, il est parfait. On appelle ça des monnaies locales complémentaires, c'est-à-dire qu'elles viennent en complément de la monnaie officielle, même si, ça a très bien été dit par Marie notamment, on est dans une logique de contestation et en tout cas d'insatisfaction par rapport à un monde complètement financiarisé et qui n'intègre pas, par exemple, la dimension écologique dans les paiements ou les transactions. Bon. Donc, ça me paraît, comment dire, il faut être un peu paranoïaque pour voir dans les monnaies locales complémentaires une menace, hein, par rapport à l'euro. Alors, ceci étant, l'expérience qui est décrite dans le film, elle est intéressante parce qu'elle montre que quand les monnaies locales complémentaires marchent super bien, qu'elles s'étendent au-delà de simplement les transactions, c'est-à-dire qu'elles financent des activités, là, c'est clair qu'on change d'échelle. Donc, tant que ça reste des monnaies locales complémentaires qui dynamisent les territoires, qui facilitent la transformation des pratiques, des comportements, la prise en compte de certaines valeurs importantes, qu'elles soient sociales ou écologiques, il n'y a aucune menace pour la souveraineté de l'État. Donc, je pense que c'est exagéré les réactions qu'il peut y avoir parfois. Alors, si on prend les initiatives monétaires récentes, hein, qui pourraient poser problème, si on prend par exemple le cas de l'EUSCO, qui est présenté dans le film, qui est très intéressant, c'est une expérience très intéressante. Pourquoi ça marche si bien, l'EUSCO? C'est parce qu'on a toutes les dimensions communautaires, valeurs, communs qui sont incarnées à travers cet instrument monétaire. On a des bénévoles motivés, on a le soutien des collectivités locales. Enfin, bon, on sent qu'il y a un dynamisme très fort derrière. Mais il y a aussi quelque chose qui est très important dans l'EUSCO et qu'on ne retrouve pas dans la Gonette ou dans le Cairn à Grenoble ou dans d'autres monnaies locales complémentaires. C'est la dimension défense de la langue. Donc il y a une dimension communautaire ici qui est renforcée à travers la question de la défense, la promotion de la langue basque. Alors c'est pour ça que ça marche si bien, à mon sens, hein. Alors évidemment, quand on voit ça, on se dit, mais on comprend qu'il y a certains politiques qui ont une vision centralisatrice ou jacobine de l'histoire, ou qui se souviennent que l'unification de la langue en France, ça s'est fait par la violence, par la force. De fait, lorsqu'on voit des initiatives qui non seulement viennent concurrencer la souveraineté sur la monnaie, mais en plus des instruments qui viennent diffuser l'utilisation de la langue basque, on comprend que pour certains, il puisse y avoir des craintes. Enfin, quand je dis on comprend, je pense qu'ils exagèrent dans les craintes qu'ils ont. Mais c'est un réflexe qui me paraît tout à fait logique et qui n'a rien de contestable en soi comme principe. Alors, l'EUSCO, ça marche très bien, mais je pense que ça pourrait marcher encore mieux et ça pourrait menacer effectivement la souveraineté de l'État s'il y avait deux autres dimensions qui s'ajoutent à ça et qu'on n'a malheureusement pas avec les monnaies locales complémentaires en France. La première, c'est la dimension financement. C'est-à-dire que c'est une monnaie qui multiplie les transactions, c'est très bien, mais c'est encore mieux si cette monnaie, elle peut servir à financer des activités. Alors, Marie, c'est la spécialiste des monnaies locales, donc je ne vais pas trop développer ce point-là, mais au Brésil, il y a une initiative qui a été lancée il y a pas mal de temps à travers la banque Palmas, qui a associé à la fois un instrument monétaire pour les transactions et en même temps de la microfinance. Et le fait de joindre les deux éléments, monnaie et financement à travers la microfinance, ça a vraiment eu un impact considérable sur la partie de la métropole qui utilisait ces instruments financiers. Et là, évidemment, effectivement, ça a commencé à concurrencer la monnaie officielle. Et puis le deuxième élément,
c'est la question, je crois que ça a été souligné indirectement par Audrey Enoch tout à l'heure, hein, c'est-à-dire c'est la dimension circuit financier soutenu par les collectivités locales. Hein, on le voit aussi dans le film. C'est-à-dire que si on commence effectivement à pouvoir, on a compris que c'était très compliqué en France, hein, mais si on commence à pouvoir payer les subventions ou verser une partie des salaires, des indemnités aux élus ou aux personnes qui travaillent pour la métropole en monnaie locale, et qu'en plus, derrière, ça a été dit par Jérôme Blanc dans le film, on accepte le paiement des taxes locales, des impôts locaux dans la monnaie, on a un circuit financier qui se met en place, et là, on démultiplie la force de frappe, entre guillemets, des monnaies locales d'une façon considérable. Donc, c'est ce qui manque. Donc, c'est pour ça, je pense que le développement des monnaies locales complémentaires en France, à part l'EOSCO, ça va sans doute se développer, mais il ne faut pas voir ça comme une menace. En revanche, j'empiète sur un autre terrain, il y a une autre menace qui, là, je pense que les États souverains, entre guillemets, ont raison d'avoir peur, c'est les crypto-monnaies et les monnaies des GAFAM. Facebook a essayé de lancer une monnaie numérique il y a 2 ans, ils l'ont relancée sous une autre forme, et heureusement, les États, en particulier la France, ont réagi vivement et ont empêché le développement de ces monnaies privées, en quelque sorte. Comme quoi, on voit la souveraineté sur la monnaie, ça ne se partage pas, et ça ne se partage surtout pas avec les acteurs privés, et encore moins avec les GAFAM. Merci. Et pour finir, avant de laisser la parole à la salle, Madame Enoch, je vais vous laisser le mot de conclusion en vous interrogeant sur votre expérience et vos connaissances personnelles des débats liés aux monnaies locales dans l'espace politique. Quelles sont les craintes, justement, et les réticences des acteurs politiques quant au développement des monnaies locales? Et je souhaiterais également vous demander si, pour vous, un soutien de la part des élus politiques au niveau national est nécessaire pour permettre le déploiement de ces monnaies locales, un soutien notamment en matière législative. Et est-ce que, par exemple, le développement massif des monnaies locales pourrait se faire sans les élus nationaux? Et si oui, n'est-il pas à craindre l'émergence d'un rapport de force entre ces deux échelles, locales et nationales, sur le plan politique? Merci. Alors, c'est vrai que on voit qu'on a eu la lecture de la part d'économistes qui sont spécialistes des questions monétaires, parce que moi, en tant qu'élu, je vois pas vraiment la monnaie complémentaire comme remettant en question l'euro, la souveraineté, les compétences régaliennes, tout ce que vous avez dit, même si, bon, oui, peut-être qu'il y en a qui prennent la monnaie complémentaire comme voilà, pour lutter sur ces sujets-là, mais pour moi, c'est plus une occasion d'avoir une production et une consommation responsable. Donc c'est moins un combat monétaire qu'un combat en fait économique contre le néolibéralisme et pour justement donc développer notre économie localement, voilà, avec des produits plutôt sains, renforcer les circuits de réemploi, etc., etc. Donc s'il y a une opposition que je pouvais imaginer au niveau national ou international, c'est plutôt ceux qui sont pour le néolibéralisme, qui veulent pas qu'on remette en question, par exemple, enfin qu'on facilite l'achat local plutôt que de mettre en concurrence les entreprises européennes. Voilà, ce type de combat. Après, sur le plan politique, évidemment, le développement des monnaies locales, on l'a entendu aussi dans le reportage, vient plutôt des politiques de gauche qui sont justement pour une consommation plus responsable, qui sont aussi potentiellement régionalistes, ce qui est le cas des écologistes. Mais c'est pas aussi simple. Parce que ça peut être aussi l'occasion pour les politiques de justement renforcer l'économie locale. Et ça, maintenant, tous les mouvements, de droite comme de gauche, mettent en avant la relocalisation de la production, etc. Il y a un exemple intéressant, c'est l'agglomération du Grand Avignon, qui est pourtant dirigée par la droite. Et l'année dernière, j'avais vu qu'ils avaient, en fait, quand un citoyen utilisait la monnaie locale, je sais plus comment elle s'appelle, c'est le quiz, la roue, bravo. On voit qu'on est spécialiste, la roue. Par exemple, si le citoyen, il allait acheter pour 10 €, eh ben, en fait, il en avait pour 12 €.
la collectivité avait voilà, augmenté de, je sais plus combien c'était, de 20%, je crois. Enfin, ce qui est très intéressant. Et ça, c'est sûr que c'est comme si on donnait une subvention au commerce et à l'artisanat local. Et donc, c'est voilà, c'est la droite qui l'a fait aussi. Donc c'est vrai que voilà, pour moi ça reste quand même une monnaie complémentaire. On l'a bien vu dans le reportage, hein, la productrice en agriculture bio dans le Sud-Ouest où il y a le SCO, elle a jusqu'à 15% maintenant de son revenu qui arrive en monnaie complémentaire. Voilà, on n'a pas non plus le souhait que ce soit trop important parce que quelqu'un qui aurait toute sa rémunération en monnaie complémentaire, déjà il pourrait pas épargner et thésauriser comme ça a été montré. Et puis s'il veut acheter d'autres choses qui sont pas accessibles localement, c'est pas possible. Donc en fait, ça reste vraiment une monnaie complémentaire qui doit voilà faire en sorte qu'on se pose la question sur qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on produit, et puis renforcer ces circuits locaux. Donc après, c'est vraiment toute la difficulté localement. Et à Lyon, on est encore loin, malheureusement, d'avoir assez de producteurs qui acceptent la gonette. Pour vous donner une idée, parce que je crois qu'il n'y a pas de représentant de la gonette ici. Si, j'avais pas reconnu. Je crois que c'est environ 1500 utilisateurs sur notre territoire. Peut-être 400 plus maintenant. J'ai lu votre bilan l'année dernière. Et puis, donc il y a un moment déjà, c'était 310 entreprises qui prenaient la gonette, mais maintenant ça doit être plus. Mais ça reste quand même encore limité. Et donc on a ce problème qu'on n'a pas encore tout à fait ce circuit où les entreprises qui reçoivent de la gonette vont aller la redépenser dans une autre entreprise locale qui elle-même va la redépenser dans une entreprise locale. Et puis tout à l'heure, si vous prenez la parole, peut-être vous pourrez expliquer qu'on a sur le coup des entreprises bon, je pense que dedans il y a Biocoop, Ninkasi, enfin ces grosses boîtes qui prennent la gonette, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais malheureusement elles demandent beaucoup de conversion en euros plutôt que de réutiliser ces gonettes auprès de fournisseurs locaux. Donc voilà, au niveau national, pour l'instant, je vois pas trop d'opposition, sauf ceux qui voudraient pas, voilà, développer une consommation plus locale et qui seraient vraiment pour renforcer la consommation néolibérale. Bon, ce qui est un peu le cas de notre gouvernement actuel quand même. Si on revient, et je m'en arrêterai là, au plan plus local, finalement, il y a vraiment d'opposition de fond. Si ce n'est que quand j'ai présenté les différents rapports pour soutenir la gonette par la ville de Lyon, c'était plutôt l'impression que pour l'instant c'est encore assez artisanal. Voilà, un élu dans le reportage parlait de gadgets et donc finalement la subvention ramenée au nombre d'utilisateurs, ça peut faire cher. On voit pas vraiment l'intérêt. Donc voilà, il y a un peu ces craintes là. Peut-être une crainte qui ne m'a pas été vraiment exprimée, mais on l'a bien vu, les monnaies complémentaires sont développées par des associations. Donc, qui dit association dit potentiellement une fragilité. Enfin, c'est un peu moins rassurant qu'une institution comme une Banque de France, sauf si au contraire, on n'a plus du tout confiance dans les institutions. En fait, la confiance, c'est tout à fait... Ça dépend comment on se place. On peut ne pas avoir confiance en l'association locale. Au contraire, on peut ne pas avoir confiance dans l'institution bancaire internationale, parce qu'on a bien vu avec la crise de 2008 et d'autres qui vont arriver que peut-être qu'un jour, on ira à la banque et on pourra plus retirer son argent. Donc c'est un peu relatif, mais voilà, il peut avoir une petite crainte là-dessus. Et puis, voilà, crainte par rapport à un temps de développement qui est quand même très long, parce qu'il faut faire beaucoup de pédagogie, beaucoup de travail avec les citoyens pour leur expliquer le fonctionnement, pour convaincre des commerçants. Et ça, c'est un temps long qui est pas toujours le temps de la politique locale. Voilà, essentiellement. Merci beaucoup. La seule Violette à Toulouse a adopté apparemment le même fonctionnement que la roue des 20%, pour l'information. Merci à vous trois pour ces échanges. On va passer aux questions. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions à poser ? Merci beaucoup. Merci pour les présentations. J'ai 2 questions. La première, tout à l'heure, vous avez parlé de monnaie don et monnaie hélicoptère. Si vous pouviez préciser ce que c'est. La deuxième, c'est sur la diminution de valeur au cours du temps de certaines monnaies complémentaires. Alors certes, j'ai bien compris que ça aidait à favoriser la circulation de la monnaie,
Mais est-ce que ça risque pas d'inciter aussi à une certaine forme de surconsommation qui, écologiquement, pourrait poser problème parce que les gens consommeraient des biens non nécessaires juste parce que sinon leur monnaie perd de la valeur et que finalement ils la perdent au cours du temps? On se fait des politesses, mais vas-y, commence Marie. Non, je proposais qu'on ait une répartition des réponses. Du coup, je prends la deuxième. Ça te va? Mais t'as fait partie du débat sur à l'Institut Veblen, non? Bon. La question de la fonte monétaire, c'est effectivement l'objectif de la fonte, c'est une diminution c'est le fait que la monnaie, elle va perdre de sa valeur au fil du temps. Il faut apposer, alors quand c'est des coupons billets, un timbre sur le billet pour pouvoir le remettre en circulation. Ça peut sembler contradictoire, mais dans le mouvement et dans les réseaux français, des monnaies locales, citoyennes et complémentaires, finalement, la fonte, c'est quelque chose qui est plutôt défendu par, par des personnes qui sont plutôt inscrites dans des mouvements décroissants. Et notamment, et du coup, la question de la surconsommation, justement, est quand même assez présente dans ce courant de pensée. Et ce qu'ils mettent en avant, c'est le fait que il est possible effectivement qu'il y ait une forme d'accélération de la consommation, mais si de toute façon la personne ne souhaite pas consommer, en fait, elle va payer une taxe et cette taxe, elle va servir à financer le projet. Et donc, du coup, c'est comme une forme d'impôt à l'échelle de la monnaie qui sera ensuite éventuellement réutilisée à d'autres emplois et aussi pour le financement de la mise en place de la monnaie. Donc, il n'y a pas nécessairement contradiction entre la mise en place d'une fonte et sachant que c'est quand même quelque chose à préciser, c'est-à-dire qu'il y a très très peu de monnaie locale en fait en France qui circulent selon le principe d'une fonte monétaire. Il y a environ 3-4 monnaies qui circulent via ce dispositif. La plupart ont cessé ou l'ont suspendu en tout cas du fait de lourdeur dans la gestion de la fonte. Et finalement, les effets en termes d'accélération de la vitesse de circulation sont pas nécessairement, disons, extrêmement élevés. Et que ça a été plutôt utilisé dans le cadre des monnaies locales comme outil symbolique et pédagogique, en fait. Notamment, et c'est ce que les Brésiliens appellent une monnaie circulante, pour inciter sur le fait que la monnaie, elle doit servir justement de lien entre les individus, elle doit tisser des relations et donc elle doit circuler pour ça. Je me suis perdue. Je ne sais plus. Ça circule. Je suis désolée. Voilà. Ça répond, oui. Oui. Ça peut être ça. Ah oui, non, c'était la fonction symbolique, c'est ça. C'est-à-dire que la fonction symbolique, dans un certain nombre de monnaies locales, justement pour montrer en fait que c'était pas une monnaie qui pouvait faire l'objet d'un processus d'épargne, de thésaurisation, et que au contraire, elle avait, sa vocation était vraiment de favoriser l'économie du territoire, de circuler, voire si elle ne circulait pas, de financer finalement le projet d'un point de vue plus collectif. Et certaines monnaies avaient aussi utilisé, par exemple, des billets de 0 aussi pour jouer en fait sur ces dimensions symboliques et pédagogiques. Oui, alors c'est vrai qu'apparemment, il peut y avoir une forme de contradiction à vouloir absolument faire consommer les utilisateurs. Alors aujourd'hui, maintenant qu'il y a de l'inflation, qu'il y a un retour de l'inflation, c'est vrai que l'intérêt d'une monnaie fondante, c'est plus difficile à convaincre parce qu'on se dit mais finalement c'est comme dans l'inflation, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que la monnaie elle perd du pouvoir d'achat, donc j'ai intérêt à l'utiliser tout de suite parce que sinon je perds du pouvoir d'achat. Sauf que là c'est institutionnalisé, c'est organisé. Mais ne perdons pas de vue que l'idée derrière c'est quand même d'éviter que la monnaie soit thésaurisée, qu'elle serve à rien. L'idée c'est d'utiliser la monnaie pour qu'elle serve à quelque chose et quelque chose qui ait du sens. Alors maintenant la question sur monnaie hélicoptère. C'est toi qui en as parlé, Marie, de la monnaie hélicoptère, non? Non, c'était dans le reportage, peut-être, dans le doc. Ouais. Bon, ça fait partie de toutes ces réflexions, ces réflexions depuis quelques années en France. Il y a
c'est hyper stimulant pour nous qui travaillons sur la monnaie, parce qu'il y a plein d'économistes, il y a plein de citoyens, il y a plein d'acteurs de l'économie ou des collectivités locales qui s'emparent de cette question-là. L'hélicoptère monnaie, ça fait partie du débat. C'est une solution qui consiste, je caricature un peu, notre collègue Gisabelle Coupet-Soubeyran nous dirait non, c'est pas exactement ça. Mais en gros, c'est l'idée que la Banque centrale pourrait imprimer, entre guillemets, c'est une image, imprimer de la nouvelle monnaie et la distribuer directement à certains ménages pour réaliser certaines transactions. Donc c'est l'idée de remettre la Banque centrale au service de transactions ou d'actions, de paiements qui ont du sens. Je ne crois pas qu'il faille voir ça d'un mauvais œil. Alors chez les économistes, il y a plein de débats entre nous en ce moment, c'est parfois très violent, tous les débats monétaires, mais moi j'ai plutôt tendance à penser que ça fait partie de toutes les solutions, enfin toutes les réflexions en cours qui sont intéressantes. Les monnaies locales, ça existe, il faut sans doute les soutenir pour que ça se développe et que ça ait encore plus d'importance. La Banque centrale, aujourd'hui, elle sert à rien, très honnêtement. Elle est juste là pour assurer la stabilité financière. Est-ce qu'on ne peut pas mettre la Banque centrale au service de la société et pour avoir un rôle qui consiste, par exemple, à financer la transition? Tout à l'heure, on a parlé de l'Institut Rousseau. Nicolas Dufresne, je vous conseille son bouquin qu'il a écrit il y a quelques années, La monnaie écologique. Il liste comme ça toutes les solutions possibles et inimaginables. Donc, il ne faut pas voir ça d'un mauvais œil. On peut être d'accord, ne pas être d'accord, mais je trouve que c'est une richesse, ces débats, en fait. Et la monnaie hélicoptère fait partie, pour moi, des solutions qu'il faut étudier sérieusement. Ah, une autre. Oui, simplement... Est-ce qu'il y a des ressources pour enseigner ces thématiques-là aux élèves, notamment en première, puisque la monnaie, je crois, au programme de première, de façon simple, parce qu'elles sont complexes, mais elles semblent importantes à transmettre à ceux qui arrivent derrière nous. Vous êtes prof en lycée? Je devrais le devenir bientôt, ouais. Oui, il y a des matériaux, il y a plein de matériaux, enfin on peut en parler après si vous voulez, mais allez sur le site de l'Institut Veblen qui publie des notes qui sont... alors eux, il y a une certaine position par rapport à l'hélicoptère monnaie qui est plutôt favorable, mais il y a des notes très pédagogiques qui sont très bien faites. Le Vent se lève a fait plein de choses intéressantes sur les questions monétaires. Enfin, on peut trouver quand même des éléments intéressants. Et je vais vous dire franchement les choses, moi, mes étudiants, même en master, je les fais travailler sur des documents qui ne sont pas forcément des documents académiques, parce que c'est des personnes qui sont au cœur de l'actualité, contrairement aux chercheurs qui parfois ont besoin de recul pour analyser les choses. Voilà. Merci. Oui, mais ça, c'est la question de la sensibilisation des citoyens et des jeunes, notamment à l'école, est indispensable, mais pas juste pour parler de la monnaie hélicoptère ou des monnaies complémentaires, mais vraiment pour leur expliquer le système et puis leur parler en effet des risques de toutes ces crypto-monnaies ou les NFT qui sont créés dans le métavers, enfin tous ces imaginations qui vont en effet là complètement à l'envers de l'objectif des monnaies complémentaires qui est une économie incarnée, réelle et positive. Et là, pour le coup, en effet, il y a des forces politiques et économiques qui sont très fortes et qui vont vraiment dans le sens plutôt d'une désincarnation de l'économie et de la monnaie. C'est assez inquiétant. Enfin, je vous renvoie par exemple vers le livre d'Hélène Tangeman, La croissance verte contre la nature. Alors, je ne sais pas si elle parle en fait de monnaie, je ne pense pas. Elle parle plutôt de l'économie, mais voilà, ça fait réfléchir. Je profite justement là que j'ai la parole. La ville de Lyon accueille le 8 novembre une soirée autour de la finance éthique et responsable pour parler notamment de toutes les possibilités pour les citoyens de mettre leur épargne dans une économie et une finance qui soit pas climaticide, mais qui soit plutôt au service des territoires et des questions sociales. Merci beaucoup.
Sur la question des ressources, il y a eu aussi, disons, dans la revue Alternative économique, il y a eu aussi un certain nombre de numéros spéciaux portant spécifiquement, alors qui sont effectivement, qui datent peut-être de 2015, donc pas complètement actualisés, disons, sur les données quantitatives, mais en tout cas qui abordent cette question de la pluralité monétaire et de différents types de monnaies. Il y a des ressources à ce niveau-là. Merci beaucoup. Je crois que c'est la fin de ce ciné-débat. Merci à toutes et tous d'être venus. Merci à nos 3 intervenants. Pour information, la conférence a été enregistrée, donc vous la retrouverez bientôt sur nos réseaux. Et comme je disais tout à l'heure, si vous voulez continuer la soirée avec nous autour d'un verre, ce sera avec grand plaisir. Merci.